Bonjour à tous, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité sur Canal 3 Bénin, la tribune. C'est ce qu'il fallait démontrer. Je suis avec mon compagnon Anissé Karosoke, bonjour. Cette semaine, l'actualité est très fournie. La visite éclair de Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais à Cotonou mardi. L'arrestation, l'extradition controversée et la présentation de Komlan Hugues Sosoupé, le web journaliste béninois exilé à Lomé au Togo. Le décès pas très surprenant de Mouhamadou Bouhari au regard de sa longue maladie subie par l'ancien militaire et dirigeant nigérien, ou encore l'énième candidature du nonagénaire Paul Biya pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. À 92 ans, l'homme se sent encore d'attaque pour diriger son Cameroun natal, et ce ne sont pas ces jeunes, en tout cas, qui se sont mobilisés, qui vont manquer de croire en ses capacités. Ils se sont d'ailleurs cotisés pour sa caution, environ 40 millions de francs CFA. On va proposer d'en parler tout à l'heure et d'y ajouter un sujet au plan national. Je veux bien évoquer le sujet qui défraie la chronique tant au plan politique que judiciaire, l'affaire Komlan Hugues Sosoupé. Avant même, Anissé Karosoke, qu'on évoque un peu le contenu de ce qui lui est reproché. Parlons déjà de la forme de son interpellation. Jusque-là, on n'a que la version, dois-je dire, des avocats qui parlent d'une visite officielle ou d'une invitation officielle à Abidjan où il a été arrêté. C'est un piège qu'on lui a tendu visiblement. Ah, ça, je ne saurais le dire, parce que on peut avoir invité régulièrement quelqu'un et au cours des manifestations, revoir les plans et peut-être décider de collaborer dans le cadre de son arrestation et de son extradition. Donc on ne peut pas a priori dire que c'est un piège, mais ce n'est pas exclu non plus. Mais pour extrader quelqu'un comme cela, il faudrait déjà, a priori, je dois dire, un document international, un mandat d'arrêt international. Je ne sais pas si cela a été émis entre-temps. Non, je ne sais pas non plus si cela a été émis, mais moi je pars du principe que Komlan Hugues Sosoupé n'a pas été arrêté et extradé parce qu'il est un journaliste. Moi, j'analyse que ça va bien au-delà. Parce qu'on ne trouve la justification d'un tel acte qu'en essayant de le relier à une matière aussi sensible que le terrorisme. Et nous savons tous que quand il s'agit de terrorisme, les lois normales ne sont plus appliquées comme il se devrait. On remarquera par exemple qu'en France aujourd'hui, le plan Vigipirate a été rehaussé jusqu'au niveau urgence attentat depuis le 1er juillet dernier. Et quand le plan est à urgence attentat, ça veut dire que l'état de droit est suspendu. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait dans le cadre précisément de leur 14 juillet? Je pense que ça a été fait dans le cadre de la préparation du 14 juillet et qu'il était important qu'ils le fassent pour qu'un attentat ne vienne pas endeuiller gravement le pays. Mais nous, ici, chez nous, depuis que nous avons commencé cette lutte contre le terrorisme, personne ne nous a dit quel est le niveau de rehaussement de l'alerte. Et c'est donc le gouvernement tout seul qui est face à son alerte et qui sait à quel niveau se trouve son alerte. Et donc peut-être que nous sommes dans des circonstances où certaines lois ont déjà été mises en parenthèse. Et c'est là où réside justement le danger, parce qu'ailleurs, il y a quand même une transparence autour de ça. On sait quand est-ce qu'on hisse le niveau d'alerte à un degré donné. On sait quand est-ce qu'on le baisse, et on dit officiellement les raisons pour lesquelles on a hissé le niveau à ce moment précisément, et les citoyens sont conscients et informés de ce fait. Et donc, de ne pas le dire aux citoyens est un peu comme une manière de les piéger. Et je pense que c'est cela qu'on peut reprocher au gouvernement, parce que si les citoyens sont conscients de ce que le niveau d'alerte interdit un certain nombre de choses, ils pourraient éventuellement respecter les règles qui sont édictées. Mais quand on a dit ça, il faut remarquer que sur le nombre de journalistes que nous étions dans le pays, il n'y en avait pas beaucoup qui prenaient la liberté d'aller explorer ce qui se passait sur le champ du terrorisme. Et ça peut constituer une matière sensible, comme je vous l'ai dit, et sans que le gouvernement soit obligé de communiquer autour. Il est quand même tout à fait normal de penser que lorsque vous écrivez des choses, lorsque vous publiez des choses qui contrarie les plans stratégiques du gouvernement pour aller
combattre ce mal, vous êtes un problème et que le gouvernement peut, de façon difficilement acceptable pour nous, décider d'aller vers la résolution du problème par la manière forte. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce genre de situation, le gouvernement peut se donner les pouvoirs les plus étendus pour venir à bout du mal. Mais comme vous le dites si bien, il fallait qu'il y ait une communication conséquente pour que nous sachions et que tout le monde sache que celui qui franchit le Rubicon est en train d'aller au-delà d'ennuis évidents. Il y a aussi que le fait de... C'est vrai, c'est un sujet sensible et hyper sensible d'ailleurs, cette affaire de terrorisme, mais le fait aussi d'en faire une affaire de couvent et d'imposer parfois même des limites aux journalistes qui ne peuvent pas aller sur des espaces géographiques, explorer le sujet, ça fait aussi que le gouvernement a pris à son propre piège parce que la question donc de l'intoxication peut prospérer, la question de la mauvaise communication, etc. aussi. Est-ce que ce n'est pas un biais qui fait que le gouvernement n'est pas en tout cas suivi dans sa démarche de lutte contre le phénomène? Il y a un problème de communication évident. Parce que lorsque vous prenez un pays comme la France, où en 2024, on a dénombré 34 948 journalistes qui ont la carte de presse, vous n'en trouverez pas beaucoup qui prennent des libertés pour aller et faire des publications sur le terrorisme en arguant de ce qu'ils sont libres d'informer qui ils veulent. Il y a quand même des spécialistes sur la question. Les spécialistes de la question sont véritablement contrôlés et ne disent jamais n'importe quoi. Et vous verrez qu'aujourd'hui, depuis que la France est entrée dans cette affaire de terrorisme, lorsqu'il y a des événements et que vous allez sur le site d'information d'un journal, c'est la même information que vous voyez avec le site qui suit. Vous pouvez parcourir 4, 5, 6 sites, vous verrez que l'information est calibrée et les éléments de langage sont les mêmes. Je vous parle de la France, où on ne prend plus la liberté d'écrire ce qu'on veut. Ce que vous voyez sur le site de France 24, allez sur le France du RFI. Vous verrez. Ce n'est pas parce qu'ils partagent parfois les mêmes correspondants à la limite. Non. Pour réunir les mêmes informations. 4, 5, 6 sites ne partagent pas les mêmes. Ah non, il y a une collaboration ailleurs. Et ce n'est pas les mêmes personnes qui signent. Il y a une collaboration ailleurs que nous ne tolérons pas chez nous. Ce n'est pas les mêmes personnes qui signent. Et ce n'est pas un phénomène ancien, c'est un phénomène nouveau. Donc c'est lié au fait que l'information doit être contrôlée pour qu'il n'y ait pas pour que ça n'échappe pas complètement au contrôle de l'État. Donc il y a des contraintes qui sont liées à cette affaire de terrorisme qui a révolutionné complètement nos vies, et je pense qu'il est effectivement du devoir du gouvernement de dire suffisamment aux citoyens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'observe que par le simple bon sens, il y a quand même beaucoup de journalistes qui évitent de prendre la liberté d'aller explorer ce champ-là, non pas parce qu'ils n'ont pas d'informations. Peut-être par peur aussi. On a tellement intimidé. Tout le monde ne peut pas avoir peur. Donc vous voulez dire qu'il n'y a qu'un seul journaliste courageux dans le pays? Ah, moi, je n'ai pas dit ça. Bon, donc je n'en connais pas beaucoup qui fassent ce genre de publication non plus. Donc, et vous voyez, donc ça veut dire que notre confrère, dont je salue le courage, parce qu'il faut être courageux pour faire ce qu'il a fait, dont je salue l'engagement pour la cause en laquelle il croit et pour laquelle il s'investit, dont je salue l'idéal pour lequel du moins il est en train de lutter. Mais je constate que ce faisant et en décidant de sortir du champ du journalisme pour entrer dans le champ du lanceur d'alerte, il a pris des risques, et je pense qu'il devait s'attendre un peu à ce qu'un jour ou l'autre, il ait à répondre d'un certain nombre de choses, puisqu'il s'est exilé, et que dans son exil, il a quand même continué de faire ce pourquoi il s'était exilé. Donc je pense qu'il a pris des risques, il savait ce qu'il faisait, et que d'une façon ou d'une autre, ça devait lui retomber dessus. D'autant que, moi j'analyse que si la thèse du journaliste à la voix critique qu'on veut faire taire ne prospère pas trop à mon niveau, c'est simplement que j'observe que lorsqu'on l'arrête comme ça, le gouvernement de la Côte d'Ivoire ne fait aucun effort pour situer l'opinion ivoirienne. Parce qu'il s'agit justement d'une matière qui, généralement, ne donne pas lieu à une expansion de communication. Le gouvernement du pays d'accueil dans lequel se trouvait notre confrère, c'est-à-dire le Togo, qui est quand même le pays qui lui a donné des papiers, où il était exilé, n'a même pas cru devoir protester officiellement pour que le monde entier comprenne qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau d'alerte
de lutte contre le terrorisme est partagé par tous ces pays-là et que si au Togo, on ne peut pas permettre à un journaliste d'écrire ce qu'écrivait notre confrère, si en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas permettre à un journaliste d'écrire ce qu'écrivait notre confrère, il est évident qu'il avait franchi une ligne rouge et que par rapport à ça, le pays dans lequel il était et le pays dans lequel on l'a arrêté sont parfaitement peut-être en accord avec notre pays dans le cadre de la stratégie de lutte commune contre le terrorisme, parce que si on s'entend pour dire qu'il y a des petits problèmes d'entente entre les chefs d'État, tout le monde s'accorde également à dire que sur le plan de la collaboration dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les rapports entre le Bénin, le Togo et ses voisins sont assez cordiaux. Sauf peut-être dans les pays du Sahel où on trouve à y redire. Donc je pense que c'est dans le cadre de cette collaboration que notre confrère s'est retrouvé en difficulté, parce que justement il est lié à une matière extrêmement sensible et que cette matière-là donne lieu à des abus qu'on ne peut pas contester parce que justement les États se donnent les pouvoirs les plus étendus pour limiter les dégâts. Est-ce qu'il faut se surprendre du silence de Lomé? On a vu aussi son attitude quand il a été question donc, du cas de Steve Amoussou, où cette fois-ci on n'a pas affrété un avion mais plutôt un bon véhicule pour aller le chercher nuitamment. On a vu quand même le comportement de Lomé aussi. On ne devrait pas se surprendre de son silence aussi. Non, ils ne sont pas restés silencieux. Ils sont restés silencieux sur des jours. Non, ils ne sont pas restés. Et on a eu le communiqué du procureur à la fin, peut-être une semaine à peu près après les événements. Et là, nous sommes quoi? Hugues a été arrêté, je crois, ça doit être lundi ou mardi ou un truc comme ça, avant d'être extradé. Ok, donc vous considérez qu'on a encore le temps de voir... Je présume qu'on prend le temps de réunir les éléments d'information, peut-être au niveau de Lomé. Quel élément d'information? Ben, je ne sais pas, c'est un État qui a fait arrêter Hugues Sosoupé et qui l'a fait extrader vers le Bénin. Et quel élément il y a à rappeler? Abidjan aussi, c'est aussi une attitude pour vous, démocratique, de ne pas dire, surtout qu'on ne sait pas, hein, il a disparu comme cela et c'est pratiquement 48 heures après qu'on apprend qu'il est à Cotonou, ne serait-ce au moins que pour sa sécurité, on aurait pu nous garantir au moins des informations sur sa santé physique. Mais moi, je persiste à dire que si c'est un journaliste qui a été arrêté dans le cadre du métier de journaliste qu'il exerce, un certain nombre de protestations auraient pu être élevées et on aurait pu chercher à comprendre. Mais moi, je dis que le modus operandi permet même de penser que ça ne peut pas être dans le cadre normal de l'exercice de la profession de journaliste. Et à quel titre on l'a invité alors à Abidjan s'il n'est pas journaliste? Non, ceux qui l'ont invité ne sont pas ceux qui l'ont arrêté. Ah bon? C'est pas Abidjan qui l'a invité? Ah ben je ne sais pas. Mais si ceux qui l'ont arrêté ne sont pas forcément les mêmes personnes qui l'ont invité. Peut-être que c'est de bonne foi qu'il a été invité. Ah d'accord. Et que après son invitation, le gouvernement a pris des mesures particulières. Peut-être aussi que c'est depuis le sommet de l'État qu'on a pris la décision de l'inviter. Mais bon, si c'est un piège, ça veut dire que de toute façon, on savait qu'en l'invitant, il viendrait. N'est-ce pas? Donc, je considère que le modus operandi n'est pas celui qui est applicable à un journaliste qu'on arrête dans le cadre d'une affaire d'outrage ou de diffamation. C'est quand même beaucoup plus grave que ça, sinon on n'assisterait pas à un tel scénario. C'est pourquoi je vous dis que pour ma part, et compte tenu du fait que nous savons tous qu'il y a eu un certain nombre de publications qui ont quand même créé le malaise sur le plan du terrorisme, ça ne peut être que par rapport à cela que notre confrère a été interpellé. Et si c'est par rapport à ça, il faut bien admettre que ce soit un crime transfrontalier, que ce soit pour la guerre ou je ne sais pas trop quoi, un génocide, il est de bon temps tout au moins qu'on informe. C'est le minimum qu'on puisse fournir. Quand on arrête quelqu'un, qu'on dise officiellement, oui, il a été arrêté chez nous, on l'a remis aux mains des autorités de son pays en bon état et en bonne santé. Ça rassure au moins les parents. Je ne sais pas si ça s'est fait dans tous les cas. Il y a des cas... Parce que nous sommes là, comme je vous l'ai dit, dans une matière où ce n'est pas la communication qui arrange les choses. Et il vaut mieux peut-être même que ça se passe de façon opaque pour que ça réussisse. Carrément, là on n'est plus en démocratie. Hein? Non, mais attends, je vous ai dit que dans le cas du terrorisme, il arrive des niveaux d'alerte où l'état de droit est suspendu.
Oui, mais à cette je ne dis allure, pas que nous en sommes là. Oui, mais à cette allure, l'État aura bon dos, et puis sur son dos, on aura tout fait. Lorsqu'on suspend ça en France aujourd'hui, c'est pas une réalité? Mais les citoyens, ils circulent, hein? Oui. Quand on les arrête, on leur notifie pourquoi on les arrête, et on ne cache pas pourquoi on les arrête. Si vous écrivez n'importe quoi contre le terrorisme, oui, on vous arrêtera, c'est sûr, mais on dira publiquement pourquoi on vous a arrêté. Et je pense que si vous faites quelque chose de cette nature-là, le gouvernement a les pouvoirs les plus étendus, parce qu'il peut arriver qu'en informant d'un certain nombre de choses, on ait à perdre le bénéfice de certains renseignements. Donc, vous ne pouvez pas d'office dire que partout, quand on l'arrête, on doit informer. Non, ce n'est pas ça. Partout, on tient compte d'un certain nombre de paramètres. Parce que moi, je considère que notre confrère n'est pas un criminel. Il n'a tué personne. Il n'a commis aucun acte de violence. Et donc, si on l'arrête, moi, je considère que c'est surtout parce qu'il peut constituer une source de renseignement. Je ne vois que cet aspect-là. Sinon, si c'est juste pour le punir, on ne ferait pas tout ce qu'on a fait là. Donc, il peut constituer une source de renseignement. Et cette source de renseignement peut permettre d'avoir des éléments très très précis pour régler un certain nombre de problèmes dont le gouvernement n'arrive pas encore à venir à bout. Supposez par exemple que ce soit un haut gradé de l'armée qui donne des informations sensibles à un lanceur d'alerte qui, dans ses publications, compromet le bon déroulement du plan stratégique qui est mis en place pour lutter contre le terrorisme. Le gouvernement a au minimum le devoir de s'assurer que ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc, je ne dis pas que c'est ça, mais je dis qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent permettre de penser que lorsqu'on arrête quelqu'un comme ça, ce n'est pas forcément de la publicité qu'on fait pour respecter l'état de droit qui permet d'avancer dans le dossier, mais peut-être ne pas laisser fuiter l'information avant qu'on ait réalisé 2 ou 3 petites choses. Vous voyez? Donc, c'est peut-être tout un plan qui s'est déroulé et qui ne s'est pas arrêté juste à l'arrestation de notre confrère. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées en temps dont nous ne sommes pas au courant. Lui, nous parlons de lui tout simplement parce que c'est un journaliste connu, un bon journaliste que nous connaissions dans l'exercice de sa profession, mais qui, il faut l'avouer, a quand même décidé à un moment donné de migrer vers le lancement d'alertes qui comportent des risques. Alors, il y a eu quand même, faut-il le préciser, quelques réactions. À Lomé au Togo, on a une organisation de défense des droits de l'homme qui a quand même sorti un communiqué pour condamner avec beaucoup de véhémence cette procédure, ce procédé-là. Il y a eu aussi Reporters sans frontières qui a réagi vivement aussi et qui est revenu un peu sur, je dois dire, tous les contours et tous les secrets qui ont entouré l'arrestation donc de notre compatriote. Il y a une organisation ivoirienne aussi qui a protesté. Ouais. Qu'est-ce que toutes ces différentes réactions vous inspirent? Ce sont des condamnations de principe. Ce ne pas des condamnations quant au fond. C'est-à-dire qu'on a arrêté un journaliste, on ne devrait pas. Donc on condamne d'abord. C'est la bonne des choses. Voilà. Donc ce sont des condamnations de principe et je trouve que c'est normal. Mais en dehors de ça, on n'a pas entendu beaucoup d'autres organisations qui, en pareille circonstance, avaient l'habitude d'opiner. Laquelle par exemple? Il y a des organisations internationales qui sont liées aux questions de droits de l'homme qui, généralement, lorsque quelqu'un est pris dans ces conditions où il n'y a aucune transparence, lance l'alerte. Vous voyez? Donc, en dehors des associations professionnelles dont vous parlez là, des organisations professionnelles dont vous parlez là, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui se soit intéressé à la question comme là, Hugues Sosopé, ce qui généralement s'observe quand il s'agit d'une arrestation qu'on considère comme arbitraire et surtout d'un enlèvement avec disparition pendant plusieurs heures de la personne. Donc moi je pense que les condamnations de forme, c'est normal parce qu'il appartient à une corporation et que lorsqu'on arrête un journaliste et que comme je vous l'ai dit, on met un tel déploiement de moyens pour arrêter un journaliste, il y a lieu de s'inquiéter. C'est normal. Bon, mais après, ces organisations-là aussi vont sans aucun doute rentrer dans les renseignements pour savoir exactement ce qui s'est passé et aller en négociation peut-être avec le gouvernement. Vous avez compris le silence à Cotonou, à la fois du pouvoir en place, mais aussi et surtout des organisations, notamment du domaine de la presse. Les organisations du domaine de la presse auraient pu
comme ailleurs, au moins faire une condamnation de principe. Quant à aller après au renseignement pour savoir ce qui s'est passé et essayer de démêler les chevaux. Mais le silence pesant qu'on observe ici ne se comprend pas beaucoup. Mais c'est peut-être aussi parce que tous dans le pays avaient compris que le terrorisme était une matière inflammable et s'était tenu bien à l'écart. Donc que le confrère est tenu, lui tout seul, à prendre la responsabilité de couvrir ce qui se passait sur le front et à donner des informations qui mettaient totalement mal à l'aise le pouvoir et l'armée. C'était un choix, comme je vous l'ai dit, délibéré. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auraient sans doute essayé de lui dire qu'il allait un peu trop loin. Alors, et le gouvernement qui ne dit rien aussi? Ça, c'est normal. Ah oui? Ah oui, c'est normal. Parce Pourquoi? que là où il a été arrêté, on ne dit rien. Là d'où il est parti pour être arrêté, on ne dit rien. Donc ça veut dire qu'il y a une omerta entre les trois États. Ce n'est pas seulement au Bénin qu'on se tait. C'est pourquoi je vous dis que c'est dans le cadre forcément d'une collaboration entre les États que ça a pu se faire. Et donc si ailleurs on ne parle pas, ce n'est pas au Bénin qu'on parlerait. Mais par contre, je suis convaincu que, étant donné qu'il a des avocats, et que les avocats sont libres de faire toutes les déclarations qu'ils veulent, étant donné qu'il arrivera bien un moment où il sera présenté, où il y aura un procès, le procureur sortira sans aucun doute à un moment ou à un autre pour nous dire ce qu'il en est. Mais pour l'instant, je pense que il serait peut-être en train d'être interrogé sur un certain nombre de choses pour comprendre son rôle dans telle ou telle chose. Parce que n'oubliez pas qu'il y a dans des villages des personnes qui ont été arrêtées simplement parce que ces personnes vendaient du carburant à des clients qui payaient beaucoup d'argent pour prendre tout leur stock. Donc, ces gens réservaient leur stock pour le client qui venait prendre tout le stock parce qu'il payait bien. Et puis un matin, on leur est tombé dessus, on les a arrêtés. Pourquoi? Parce que l'intermédiaire qui venait acheter le carburant allait le revendre aux terroristes. Ça a suffi pour que certaines personnes soient en prison. Actuellement, ils sont là, en prison. Oui, mais on ne conteste pas l'arrestation. C'est pour vous dire. Si par exemple le vendeur d'essence, on va le chercher notamment aussi. Mais vous n'avez pas entendu aucune organisation. Non, on l'a appris très bien. Vous n'avez entendu aucune organisation protester contre ça. Vous n'avez entendu aucune organisation protester contre le fait d'aller arrêter des gens qui vendaient simplement le carburant. Mais qu'en est-il de celui qui fait des publications sensibles sur une matière? Il appartient à une profession, il appartient à un métier qui lui permet de travailler sur l'information. Et donc, quelque part, on peut comprendre qu'il soit en train de côtoyer des informations qui soient aussi sensibles. Je voudrais qu'on fasse la nuance entre le journalisme et le lanceur d'alerte. Parce que dans le cadre du journalisme, on ne publie que l'information dont on est sûr. Dans le cadre du journalisme, on ne publie que l'information qui ne met pas à mal la sécurité nationale. Et quand le journaliste publie ça, quelle est la procédure en fait? Quand le journaliste, quand il est bien conscient, il est journaliste à sa carte de presse, etc., qu'il publie des informations qui mettent à mal son pays, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsque ce n'est pas du terrorisme? Oui, admettons même que ce soit admettons même que ce soit du terrorisme. C'est le cas. C'est le cas actuellement. Quand c'est des informations liées au terrorisme, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de la nature des informations. Notre confrère était un lanceur d'alerte. D'accord? Et le lanceur d'alerte ne vérifie pas l'information. Le lanceur d'alerte a ouvert un canal par lequel toutes les personnes qui ont envie de faire passer l'information que le journalisme pourrait censurer passent par lui. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, toutes les informations qu'il publie n'ont pas vocation à informer, mais parfois à créer le malaise. Vous voyez? Donc, quand vous avez migré du journalisme pour aller vers cette extrémité-là, les lois s'appliquent aux journalistes, ne peuvent pas vous s'appliquer complètement. Il y a un courant de pensée dans le monde qui considère qu'un journaliste ne peut pas être un lanceur d'alerte pour la simple raison que le premier doit impérativement recouper l'information et s'assurer qu'elle est vraie, et que le second ne prend même pas la peine de contrôler quoi que ce soit. Il lance l'information, peu importe les dégâts. D'ailleurs, il lance l'information pour faire des dégâts. Vous voyez la différence? Donc, si notre confrère s'était limité à
aux prescriptions du code d'éthique et de déontologie. On lui aurait envoyé une convocation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas publiées tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas publiées tout simplement. Et ça l'aurait mis à l'abri des petits problèmes. En tant que citoyen, même s'il n'est pas journaliste et qu'il a publié en tant que simple citoyen, il y a quand même une procédure en tout cas pour respecter ses droits en tant que citoyen. Non, je pense que ces droits seront respectés. La convocation, etc. Nous participe aussi en situation normale. Oui. En situation normale. Mais j'insiste pour vous dire que peut-être qu'on ne gongonne pas tous les matins pour le dire, mais je pense que depuis que nous avons perdu beaucoup de compatriotes sur le front, qui sont morts un matin par dizaines, le niveau d'alerte nationale a certainement déjà quitté les signaux verts pour entrer au minimum dans les signaux orange. Donc, les lois ordinaires ne peuvent plus être appliquées à la lettre. On a vu Cotonou collaborer avec Lomé par le passé pour obtenir, ma foi, l'extradition d'un Béninois qui s'était réfugié là, qui a d'ailleurs été jugé et condamné à Cotonou. Ça aurait pu être aussi simple que ça, non? C'est une matière, je vous parle de l'essence, je vous dis qu'il s'agit ici de terrorisme. C'est un phénomène nouveau qui impacte toutes les lois de la République, qui impacte toutes les pratiques, qui impacte toutes les méthodes. C'est ça qui aurait obligé justement Lomé à vite collaborer. Si Cotonou avait réuni les éléments pour dire ça c'est un terroriste ou un collaborateur terroriste, envoyez-le nous avec des papiers et des preuves qui prouvent. Je crois que Lomé n'aurait pas réfléchi du tout avant de le renvoyer à Cotonou. C'est une façon de voir les choses, mais ça dépend des objectifs de ceux qui l'ont arrêté et de tous les résultats qu'ils espèrent obtenir en procédant de cette façon. Donc moi, pour ma part, je regrette fortement que quelqu'un qui a été aussi bon dans le journalisme, quelqu'un qui a montré sa capacité et tout son talent à faire de l'information, on va dire, une source de jouissance personnelle, parce que lorsque, comme Sosupé couvrait un événement et que vous étiez sur sa page, très franchement, vous étiez comblé. Vous étiez comblé. Donc, que quelqu'un comme ça soit en difficulté, ça, moi, ça me pose un petit problème. Mais, à l'analyse, il n'est pas exempt de reproches. Et je pense qu'il a pris beaucoup de risques et qu'il a pesé aussi les conséquences de ces risques en les prenant. En faisant recours à des procédés parfois qui interrogent beaucoup, est-ce que le Bénin ne nuit pas à sa propre image? On a vu quand même des gens aller chercher un citoyen nuitamment et avec un véhicule banalisé dans les rues de Lomé. L'affaire est devenue Steve Amoussou à Cotonou avec cette issue qu'on a connue, 2 ans de condamnation de prison ferme pour la personne en tout cas mise en cause. Cette fois-ci, c'est un État qui a collaboré secrètement. Est-ce que quelque part, ça ne donne pas l'impression que on ne veut pas toujours passer par les voies les plus normales, les plus légales pour opérer une arrestation? Ça ne dirait rien à personne. Oui, je vous l'accorde. Je vous l'accorde parce que oui, ce n'est pas un cas, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. C'est devenu un peu comme une habitude pour les membres du système sécuritaire d'aller s'assurer de qui on veut prendre de la façon la plus cavalière possible. Parfois c'est la nuit, parfois c'est au-delà de la frontière, parfois même d'une façon tout à fait inhabituelle. Moi, je constate que nous sommes entrés depuis un certain nombre d'années dans une période d'incertitude. Incertitude pour tout le monde parce qu'on ne sait plus trop où commence la liberté qui vous permet de continuer de jouir de votre droit d'aller et venir et on ne sait pas à quel moment on franchit le Rubicon pour se retrouver dans une situation où on n'a plus le droit d'aller et venir. Bon, je pense que la liberté qui s'accompagne de responsabilité est le leitmotiv du gouvernement qu'il a toujours martelé et même en cas de
d'irresponsabilité, je pense qu'il y a quand même des formes à maintenir pour que le citoyen ne se sente pas dans son pays un peu comme s'il était dans un goulag, où on doit rester droit, où même quand l'oreille bouge, on a peur. Je pense que de ce côté-là, vous avez parfaitement raison de le dire, il y a un certain nombre de pratiques qui nous ont habitués à penser que nous sommes entrés dans une ère où le citoyen a une liberté très encadrée. Très encadré, où vraiment les limites sont fixées, on ne sait comment. Bon, je vous accorde, mais je pense aussi que ce n'est pas une si mauvaise chose que chacun sache exactement quel est le prix de la liberté et à quelles conditions il faut jouir de sa liberté sans que cela perturbe la liberté des autres et même le fonctionnement normal de l'État. Certains ont pensé tout de suite, en tout cas à l'éclatement de l'affaire, au viol de principes liés justement aux droits des réfugiés, puisque les réfugiés à Lomé et au Togo, votre réaction? Oui, c'est pour ça que je vous dis que je suis tout à fait surpris que le gouvernement togolais n'ait pas réagi du tout. Parce que normalement, il devait dire, mais on m'a confié quelqu'un, vous ne pouvez pas le prendre comme ça. J'exige que vous me le renvoyez. J'exige que vous me le renvoyez parce qu'il remplit toutes les conditions pour être réfugié dans mon pays. N'est-ce pas? Bon, mais ils n'ont pas fait de communiqué. Oui, mais je vais toujours dire, le maire ne réagit souvent pas à part le communiqué du procureur sur l'affaire MMA et Steve Amoussou. N'allez pas penser... On n'a pas vu le gouvernement togolais réagir. Vous dire, n'allez pas penser que le gouvernement togolais ne collabore pas et que c'est le gangstérisme de l'État béninois seul qu'on voit. Non, ça ne veut pas non plus. Il y a le dire une collaboration explicite. On élève une protestation en bonne et due forme quand on n'est pas d'accord. Cela ne met pas à mal les relations entre le Bénin et le Togo. Cela met plutôt en lumière le fait que le Togo est attaché à des principes et que ces principes ayant été violés, il proteste. Ça, c'est le minimum. Mais s'il ne proteste pas, c'est qu'il y a une forme de collaboration. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. On va passer à d'autres lectures que les citoyens font de cette affaire. Ça fait quand même quelques voix qui ont commencé en tout cas à être, mettons, arrêtées. J'ai déjà évoqué le cas de Steve Amoussou, Hugues Sousoupé aussi est là. Tout récemment aussi, on a eu un journaliste, notamment à Parakou, qui a été arrêté. Et les chefs d'accusation sont pratiquement les mêmes. Je dois dire harcèlement par voie électronique, comme devant. On a bien l'impression que quand ça dit différemment, quand ça parle différemment ou quand ça critique un peu trop, que c'est toujours un embêtement par voie électronique. Mais je crois que ça dépend de ce que chacun dit. Parce que ce n'est pas toutes les voix discordantes qui sont en difficulté. Il y a des gens qui critiquent tous les jours, qui ne sont pas en difficulté. Ah oui, qui sont les journalistes au Bénin? Ah, vous n'en connaissez pas? J'avoue que je n'en vois pas tous les matins. Ah non, il y en a. Ah d'accord. Il y en a qui critiquent et qui ne sont pas véritablement embêtés. Mais le fait est que parfois, le journaliste lui-même ne sait pas quelles sont les limites de la critique et les limites de l'outrage. Hein? Ce n'est pas parce que vous avez le droit de critiquer que vous avez le droit d'outrager. La loi qui permet aux journalistes de donner l'information sans juger est la même loi qui protège le citoyen par rapport à son honneur et à sa dignité. Et donc, lorsque quelqu'un se sent blessé dans son honneur et sa dignité, comme le député Rachid Gbadamassi, enfin l'honorable Gbadamassi, le ministre conseiller Gbadamassi, plus précisément, il a le droit de se faire rendre justice. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Bon, même si, par ailleurs, on peut trouver à y redire sur les motifs même de sa colère. Bon, mais comme je l'ai dit, le journaliste qui donne l'information n'a pas tous les droits. Pas le droit de salir l'honneur des gens, n'a pas le droit d'outrager qui il veut parce qu'il veut donner l'information. Une information, c'est la relation de fait. N'est-ce pas? Et puis après, vous pouvez faire votre commentaire, mais en aucune façon, vous ne devez mettre à mal l'honneur et la dignité des gens. Donc, oui, il y a des gens qui ont été inquiétés, mais
quand on regarde, il y a bien des choses qu'on peut leur reprocher. C'est pas gratuit. Je pense que c'est 2026 qui se prépare progressivement. Ah mais non, mais si 2026 ne se préparait pas, ça serait une anomalie. Donc c'est normal que si nous sommes du moins à quelques mois de l'élection, à moins d'1 an dans tous les cas, que ça se prépare. Oui, mais ça ne va pas se préparer en arrêtant tout le monde, enfin en arrêtant les gens qui critiquent, parce que curieusement, c'est essentiellement ceux qui font de la critique. Non, mais je pense que vous n'êtes pas objectif. Il y a des personnes qui appartiennent à la mouvance présidentielle, qui se retrouvent en prison tous les jours, mais ça on n'en parle pas. Parce que ceux qui sont à la mouvance présidentielle, ce n'est pas forcément pour la critique, mais c'est pour d'autres raisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, si chacun, en toute responsabilité, évalue les risques de ce qu'il dit, et c'est qu'en le disant, il crée un problème quelque part, et qu'il le dit quand même, c'est qu'il poursuit un objectif. Et puis, je pense que pour la quiétude de tous, il est normal que le gouvernement aussi prenne des dispositions pour que les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui un peu comme un mal nécessaire, ne viennent à devenir un problème insoluble. Si les dispositions ne sont pas prises tout de suite, les dérapages pourraient atteindre un tel niveau qu'on ne pourra plus rien faire. Et donc, moi, je trouve que, si vous vous rappelez, sur ce plateau, j'ai déjà dit plusieurs fois que TikTok devrait être même fermé. Pourquoi? Parce que c'est un canal assez intéressant qui permet à de jeunes gens aujourd'hui non seulement de faire la promotion, mais surtout aussi de gagner de l'argent. Il faut voir de ce côté-là aussi. Essentiellement, oui. Et je pense qu'ils peuvent migrer sur d'autres canaux pour atteindre cet objectif-là. Mais on pourrait préserver au moins les mœurs, parce que ce qui se passe avec ce réseau social-là, ça dépasse l'entendement. Et si ce n'est pas contrôlé, ça va finir par poser un problème sérieux. Parce que les enfants sont sur TikTok aujourd'hui. Et ces enfants-là, sans même avoir la maturité d'apprécier les faits, de faire la part des choses, avalent tout ce qu'ils voient, gobent tout ce qu'ils voient sur TikTok. Quelle génération préparons-nous? Il faut se préoccuper de ça aussi. Et donc, moi, je considère que si de temps en temps, pour une raison particulière, l'État trouve que telle personne va au-delà de ce qui est autorisé et que parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on se croit tout permis et qu'il faut limiter ça, je ne trouve pas ça totalement mauvais. Parce que ce qu'on a à dire, on peut le dire sans verser dans l'injure, sans verser dans l'invective et sans véritablement traîner l'honneur et la dignité de quelqu'un dans la boue. Ça, c'est très important et je pense que c'est cette culture qu'il faut que nous ayons à l'heure du numérique pour que les réseaux sociaux ne deviennent pas un problème insoluble. De toute façon, il n'y a que la HAC a annoncé les couleurs. Elle va regarder de très près désormais ce qui se fait un peu sur les réseaux sociaux. Ah oui, parce que la HAC considère désormais que quand vous avez un certain nombre de followers, vous constituez déjà un média. Parce que ce que vous dites impacte un grand nombre de personnes et que si on vous laisse faire, les règles qui encadrent le journalisme et qui permettent que le journaliste aille sur les médias sans qu'il y ait un grand risque d'explosion ou d'implosion sociale, ce risque est démultiplié lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'a aucune formation et qui n'a que des états d'âme à exprimer sur TikTok, alors qu'il est suivi, cette personne est suivie du moins par peut-être 50 000 personnes. Alors, quelle sera la législation ou quel sera le moyen que la HAC va utiliser pour justement faire ce contrôle-là? Parce que c'est TikTok. Sur TikTok, pardon, vous avez des gens lettrés, demi-lettrés, qui sont parfois pas logiques dans leur raisonnement, qui abordent des sujets dont ils ne sont même pas, en tout cas, les maîtres, etc. C'est un melting pot qui va être dangereux, enfin difficile à contrôler. Exactement, difficile à contrôler. Donc c'est pour cela qu'il faut déjà commencer au moins par essayer de contrôler, parce que sinon ça va devenir totalement incontrôlable. C'est pourquoi enfin, il faut aussi avoir peur, parce que dès lors qu'on n'a pas les éléments tout de suite pour mettons, définir comment est-ce qu'on contrôle, de là à la dérive aussi, il n'y a qu'un petit pas. Et c'est ça qu'il faut craindre, surtout quand on est journaliste. Nous avons un code du numérique qu'il faut vulgariser et que chacun doit internaliser, comprendre à fond avant de se mettre à écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que ce code n'a pas été voté pour ne pas être appliqué.
Il a été voté pour que chacun s'en imprègne et que nous sachions. Il a été voté d'ailleurs pour l'avenir, pour le futur. Et donc, il faut que chacun s'en imprègne et qu'on sache que ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'en toute liberté, on peut dire tout ce qu'on veut, tout ce qui vous passe par la tête, et même si ça écorne des honneurs et des dignités, même si ça met à mal la cohésion familiale et même la cohésion nationale, on dit ce qu'on veut parce que, bon, on a la possibilité de s'exprimer. Il faut que chacun sache que ce n'est pas comme ça. Et que s'exprimer sur les réseaux sociaux va s'apparenter désormais à avoir peut-être, on va dire, une autorisation même officielle de créer un média. Ça veut dire que tout ce que vous dites, vous devez faire attention à le dire parce que si vous dites n'importe quoi en une heure de temps ou en 2 heures de temps, n'importe quoi qu'on dit sur les réseaux sociaux peut devenir un vrai problème dans le pays. Bon, c'est vrai qu'il y a des espaces aussi spécialisés, pas forcément, mettons, des espaces de relais d'information. On a des pages dédiées à la science, des pages dédiées à beaucoup de choses, à la technologie, etc. Et d'ailleurs, ce réseau social a été créé par des Chinois qui ne s'en servent que pour la bonne cause. Vous ne verrez pas les dérives que nous observons chez nous sur TikTok, sur TikTok en Chine. C'est juste pour apprendre, pour échanger, pour commercer et pour avancer. Mais ici, chez nous, c'est un instrument de déperdition et de dépravation. Pour en venir au sujet lié à Hugues Sousoupé, je rappelle qu'on lui a fait connaître ce qu'on lui reproche, en tout cas officiellement, harcèlement par voie électronique. J'avais déjà dit incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, et puis apologie du terrorisme comme apologie du crime, enfin apologie de... Vous voyez bien que quand on parle d'incitation à la révolte, d'incitation à la haine, et qu'on associe le terrorisme, il y a là un cocktail qui méritait bien que s'intéresse au cas de notre confrère. Maintenant qu'il est là où il est, il a la possibilité tout au moins de justifier un certain nombre de choses, d'expliquer un certain nombre de choses, mais je pense que fondamentalement, on l'utilisera pour les renseignements. Parce que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'élément essentiel qu'on retient lorsqu'on fait venir quelqu'un devant le juge, c'est de lui permettre d'aider à avancer dans la lutte en donnant un certain nombre de renseignements. Et même dans les cas européens ou même américains, lorsque le niveau de vigilance atteint des sommets, même en tant que journaliste, vous avez l'obligation on va dire, de livrer vos sources. Vous ne vous cachez plus derrière la loi qui dit que bon, le journaliste ne livre pas sa source, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes considéré comme un complice des actes qu'on vous reproche, ou du moins des actes qu'on reproche aux terroristes. Mais maintenant, si vous montrez votre bonne foi en collaborant et en montrant bien que c'est peut-être en toute bonne foi que vous avez commis des erreurs, que vous êtes trompé, vous pouvez vous retrouver exempt de tout péché. Donc tout dépend de la ligne de défense qu'il va adopter, me semble-t-il, et tout dépend aussi de sa décision de collaborer ou non. J'espère qu'il est parti de Lomé avec toutes les preuves aussi, et qu'on lui a permis en tout cas d'avoir l'occasion de les réunir pour se défendre si vraiment il veut véritablement il a une batterie d'avocats qui veilleront sans aucun doute à ce que je l'espère en tout cas que le procès soit équitable, parce que bon, jusqu'à présent quand même, on n'a pas encore eu de procès qui soit disproportionné sur le plan du respect du droit des prévenus. Bon, même si il y a quelques avis d'avocats aussi qui peuvent parfois, en tout cas... Avis normal d'avocat, parce que bon, un avocat, il est supposé... un avocat n'est pas supposé dire que tout va bien. Allez, on va changer de sujet. On va parler de quelqu'un qui ne se mêle pas trop d'affaires de terrorisme, même si son pays a subi le contre-coup. Il est bien pernat dans son petit coin, quelque part en Suisse. D'abord ailleurs, là-bas où il vit, en toute tranquillité. Je parle de Paul Biya, lui qui sera candidat
pour la 8e fois pour diriger son pays. Il a 92 ans. Il a promis maintenant que c'est là que les Camerounais auront en tout cas le meilleur dans son annonce de candidature. Tout candidat a tendance à proposer un bonheur parfait à ses électeurs. Quand c'est à 92 ans c'est le cas de Paul Biya qui ne pouvait pas faire campagne en promettant le malheur. Et il ne pouvait dire que ce qu'il a dit. Et je pense que les Camerounais qui sont très habitués et ne sont plus dans le suspense en ce qui le concerne. Déjà qu'il a pu se présenter et déclarer sa candidature, je pense qu'on considère qu'il n'y a plus match. C'est lui qui sera élu de toute façon. Parce que, quand même, ça fait 43 ans que Paul Biya est au pouvoir et qu'il a fini par trouver les mécanismes par rapport à sa longévité au pouvoir pour contenter tout le monde. Sinon, on ne comprendrait pas, si on ne voyait pas les choses sous cet angle-là, on ne comprendrait pas que quelqu'un qui a 92 ans et qui a déjà fait 43 ans au pouvoir soit encore candidat à sa propre succession. Un peu comme si la jeunesse de ce pays n'existait pas, un peu comme si les personnes qui sont nées, les quadragénaires qui sont nés, qui n'ont connu que lui depuis qu'ils sont nés, n'avaient aucune alternative. Mais je pense qu'il a fini par trouver la formule pour contenter tout le monde, parce que la plupart des grands partis sont quand même représentés au gouvernement. Et je pense que par ce jeu d'intérêt où chacun trouve son compte, les Camerounais se sont dit, bon, c'est lui qui nous permet à tous d'être heureux, laissons-le continuer. Il faut voir l'état du Cameroun pour voir si véritablement ça permet quand même à tous les Camerounais d'être heureux. Il y a toujours des problèmes là où il y en a. Mais les personnes qu'il faut contenter pour rester au pouvoir, ce n'est pas les citoyens ordinaires, c'est la classe politique. Et lorsque la classe politique est contente, ben, les citoyens, ben, tout le monde s'en fiche un peu. Bon, donc ceux qui doivent avoir intérêt à ce qu'il reste là sont contents et veulent qu'il continue de rester, parce que quand il est là, de toute façon, il n'a plus la poigne, il n'a même plus la capacité de contrôler quoi que ce soit. Et je pense qu'ils ont trouvé au Cameroun une formule pour que chacun roule en roue libre, et que, bon, quand vous êtes membre d'un parti et que vous êtes nommé, vous vous débrouillez pour que toutes les personnes qui sont affiliées à votre parti soient dans le bonheur. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. Sinon, en tout cas, les personnes ou même les organisations internationales qui avaient l'habitude, dès qu'un président annonce un 3e mandat et un 4e mandat, de faire une levée de bouclier, sont totalement silencieux. Le cas de Paul Biya est un peu comme un phénomène particulier. Personne ne proteste, et personne ne dit que c'est anormal. Et les États qui, dans certaines circonstances, posent des vétos, ne disent rien du tout. Et on se demande, mais par quel miracle Paul Biya peut faire l'unanimité? Ailleurs, dans un autre pays, on aurait trouvé le moyen de dire que c'est un dictateur. Mais vous n'entendrez dans aucun média étranger dire que Paul Biya est un dictateur. Parce qu'ils n'ont pas décidé de lui attribuer cette épithète-là. Donc pour l'instant, tout va bien pour lui, parce que le système politique est tel que, à l'intérieur du Cameroun, chacun y trouve son compte. Il y a quand même quelques voix qui s'y opposent, et ces voix, notamment, pointent du doigt 3 éléments: son âge et sa longévité, peut-être la mauvaise gouvernance autour donc de son séjour à la tête du pays. Son âge devrait-il poser un problème? Oui, absolument. Pourquoi? Parce que dans le monde, je ne pense pas qu'il y ait un président de la République qui ait cet âge-là. Oui, mais en Afrique, dans le contexte africain, le pouvoir, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour le sage, c'est pour le plus âgé. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que chez nous, on choisit le plus souvent la personne qui est plus âgée pour gérer. Et même lorsque cette personne est laissée au pouvoir, elle-même, à un moment, finit par abdiquer. Parce que vous avez vu, les Algériens ont fini par débarquer leur président à un moment, parce Bouteflika, parce que quand même, il était complètement diminué, il était en chaise roulante, il n'arrivait même plus à s'exprimer. Et pourtant, pour beaucoup d'Algériens, il fallait qu'il continue de rester, parce que parfois, ces présidents qui sont restés longtemps au pouvoir finissent par incarner une sorte de consensus, une sorte d'union nationale, et lorsqu'ils décèdent, ça part dans tous les sens.
parce que la succession est parfois compliquée. Et parfois aussi, c'est pour ne pas avoir à affronter cette guerre de succession qui mettrait le pays sans dessus-dessous, que tout le monde se dit, laissons-le tranquillement là et retardons autant que possible. Une façon de reporter la crise. Retardons autant que possible les conséquences, oui, c'est ça. Mais ça finira par les rattraper parce que Paul Biya n'est pas éternel. Oui, justement. Et est-ce qu'il faut le craindre dans le cas du Cameroun? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire à la mort de Félix Houphouët-Boigny. Je ne sais pas s'ils s'en sont relevés jusque-là. De toute façon, on a quand même quelques épisodes de démocratie qui ont permis à Alassane Ouattara d'être au pouvoir actuellement. Ailleurs aussi, on a vu d'autres contextes qui ont accouché de difficultés politiques, etc. Est-ce que le Cameroun, je dois dire, attend aussi de subir cette expérience-là? C'est inévitable. Ah oui. C'est inévitable parce que c'est un système qui a perduré et qu'il y a des gens qui sont impatients, qui, comme des vautours, sont à l'affût et attendent d'apprendre la nouvelle funeste du décès du président pour déclencher des hostilités. Ça ne manquera pas, parce qu'en Afrique, le pouvoir se construit sur la base parfois des ethnies, sur la base parfois des régions, et le Cameroun n'échappera pas à cette logique-là lorsque le vieux Paul Biya viendrait à disparaître. Nous souhaitons que ça n'arrive pas tout de suite, parce que, quoi qu'on dise, quand ce décès se produira, le Cameroun entrera dans une phase d'instabilité, c'est clair. Et ça va trouver des jeunes pour se cotiser pour sa caution, c'est quand même bizarre, non? Oui, c'est bizarre parce que les jeunes, il faut bien qu'ils existent par eux-mêmes. Il faut aussi qu'ils participent un peu à la gestion du pouvoir, parce que c'est un pouvoir gérontocrate. Il y a des gens qui sont dedans pour la plupart depuis 40 ans et qui ne bougent pas. Bon, mais est-ce que les jeunes vont toujours attendre, étant donné que les C'est quand même un paradoxe justement à ce niveau, plutôt que de travailler à changer peut-être un contexte. Non, ils n'ont pas la main, ils n'ont pas la capacité de changer quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas les leviers du pouvoir en main. En fait, c'est ça le problème. Ils n'ont pas les leviers du pouvoir en main, donc on se sert d'eux, on les utilise, et puis ils veulent profiter pour prendre ce qu'ils peuvent prendre aujourd'hui, en attendant que peut-être la succession s'ouvre et qu'ils entrent véritablement dans une phase de combat. Quelles sont les chances de prospérité de cette candidature-là, quand on voit que même dans son propre camp, et notamment dans son gouvernement, on a quand même 2 ou 3 démissions au niveau du gouvernement pour protester un peu contre cette candidature-là. Par le passé, oui, on a eu quelques protestations, mais il a toujours réussi en tout cas à se faire élire. Ça va être toujours le même cas, le même scénario? Ben, ça va être le même cas, parce qu'il ne s'agit plus seulement de lui, c'est un système. Parce que lui-même, il n'est même pas dans le pays tout le temps. Il est parfois exilé en Suisse 6 mois sur 12, il est ailleurs. Donc ce n'est plus lui, c'est un système qui aujourd'hui est en place et qui gouverne. Et ce système est encore suffisamment solide parce que il va réussir à faire réélire Paul Biya, qui ne demande qu'à soigner ses arthroses quand il se lève le matin et qui ne se coupe même plus de grand chose. Bon, donc c'est ce système qui va perdurer, qui va continuer jusqu'à ce que la fatalité oblige les Camerounais à regarder la vérité en face et à faire véritablement la démocratie pour laquelle ils se seraient battus depuis longtemps. Donc la démocratie existe chez eux, mais la démocratie qui existe chez eux est une démocratie, on va dire, de forme, parce qu'il n'y a pas d'alternance. C'est le même président qui est au pouvoir depuis 43 ans, sous un régime de démocratie, et il change les ministres, et même parfois pas, parce que jusqu'à récemment, il n'avait composé que 37 gouvernements en 40 ans. Aujourd'hui, ça fait 43 ans, donc on peut supposer que 2 ou 3 gouvernements se sont ajoutés. Donc ça veut dire que les gouvernements durent. Et il y a des ministres qui sont en poste depuis 20 ans. Vous voyez? Donc c'est un système. Mais ce système a une date fatidique pour s'arrêter. C'est la date à laquelle le président Paul Biya disparaîtra. On a quand même un opposant qui a annoncé sa candidature, Maurice Kamto. C'est pas la première fois qu'il est challenger de Paul Biya, même si ça se termine parfois dans le sang, dans la violence et les invectives. Ça va sûrement être le cas actuellement. Ou va-t-il avoir quelques chances tout au moins? C'est vrai qu'il a
suscité la polémique en annonçant sa candidature. Est-ce que ça va être le cas aussi ou bon, ça serait, va secouer le cocotier? Ça serait un cataclysme. Ah oui. Si ça, enfin, si Kamto en arrivait à gagner les élections, ça serait un cataclysme. Parce que ça n'a pratiquement aucune chance de se produire. Et le système est encore solide, comme je vous l'ai dit, et les mêmes causes vont continuer de produire les mêmes effets jusqu'à ce que une nouvelle donne s'installe, celle du Cameroun sans Paul Biya. Alors, faut-il en vouloir aux dirigeants qui s'éternisent au pouvoir? Togo, Cameroun, Congo-Brazza, Guinée-Bissau, Équatorial, etc., où les présidents ont quand même duré au pouvoir. Faut-il leur en vouloir ou faut-il en vouloir à une opposition qui ne sait pas s'organiser? L'opposition, c'est quoi? Et elle s'oppose à quoi? En fait, on dit que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et je pense qu'il ne faut pas en vouloir à ces présidents qui s'éternisent au pouvoir tout simplement parce qu'il y a une caste qui se forme autour d'eux et ils sont pris pratiquement en otage par des apparatchiks qui gèrent le pouvoir avec eux. Et ce n'est pas avec des personnalités venues d'autres pays que ces présidents-là gèrent le pays pendant tout ce temps. C'est avec leurs compatriotes qui trouvent que c'est tout à fait normal qu'ils continuent de siéger parce que le pouvoir est tel que quand vous l'avez, vous n'avez pas envie de le lâcher. Et les règles de démocratie, pour l'instant, glissent sur le dos de certains hommes politiques comme de l'eau sur le dos du canard. Ça ne leur dit pas grand-chose. Tant que ça leur permet, un système leur permet d'être au pouvoir, tout le reste n'a absolument aucune importance. Et je pense que c'est ce qui a amené jusqu'à présent un certain nombre de présidents à continuer d'être au pouvoir parce que si on voulait qu'il n'y soit pas, il n'y serait pas. Et si c'est qui ce on? C'est le peuple, les opposants? Le peuple n'y est pour rien. Le peuple, vous voyez bien que le peuple, même quand il se soulève, ça ne donne aucun résultat. Il faut qu'il y ait une scission au sein de l'armée et qu'au sein du parti au pouvoir, il y ait une véritable scission pour que l'appareil commence par tanguer. Et quand que ça ne se produit pas, c'est que c'est un système qui est solidement établi et qui pour l'instant, a de bons jours. Tout comme au Cameroun, où Paul Biya a 92 ans, mais si Dieu lui prête vie et qu'il reste 120 ans, 200 ans après, eh bien, il sera là. Toujours il sera là. On a quand même au Cameroun, je dois dire, une société civile dynamique et surtout une intelligentsia suffisamment mûre, mature, parce que les Camerounais, c'est quand même beaucoup d'écrivains, c'est beaucoup d'intellectuels, c'est beaucoup de personnes, notamment dans les institutions et organisations internationales. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas tout au moins en termes d'engagement militant et surtout au niveau des organisations de la société civile? C'est un phénomène inexplicable. Honnêtement, pour ma part, je trouve que c'est inexplicable. Parce qu'il y a tellement d'intellectuels au Cameroun, beaucoup d'intellectuels de très haut niveau, qui sont capables d'expliquer ce qui se passe dans tous les pays du monde, sauf ce qui se passe dans les pays. Ils n'opinent même pas là-dessus. Vous verrez que même les panafricanistes, les personnes qui s'agitent et qui parlent de tous les autres pays qui sont originaires du Cameroun, vous ne les entendez jamais parler de chez eux et c'est inexplicable. Personnellement, je pense que c'est un phénomène que les chercheurs un jour peut-être trouveront le moyen de nous expliquer, mais très honnêtement, même les Camerounais qui ne vivent pas dans leur pays, qui sont en exil et qui manifestement ont le droit de parler, de dire ce qu'ils veulent. Vous ne les entendez jamais parler de leur pays. Ils préfèrent parler de ce qui se passe dans les pays tiers. Alors ça, c'est quelque chose que, très honnêtement, je ne comprends pas. Et peut-être avec le temps, l'histoire nous dira si c'est par amour pour le pays ou si c'est tout simplement parce que lorsque vous finissez de parler, vous êtes banni et que vous ne pouvez plus jamais mettre le pied dans votre pays. Alice Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.